Bonjour Vladimir Cosma. Bonjour Patrick. 50 ans de musique, 50 ans de succès à travers des musiques populaires devenues des véritables classiques aujourd'hui. L'aile ou la clisse, le dîner de con, l'as des as, la boum, la chèvre, le grand blond. Tous ces succès, vous les portez désormais sur scène avec l'Orchestre national de Roumanie. Voilà, c'est l'objet d'une tournée que je vais commencer à Paris, au Palais des Congrès, le 9 octobre, avec l'orchestre, comme vous dites, le National de Roumanie, qui est un superbe orchestre que j'ai retrouvé en allant en Roumanie récemment pour donner des concerts. Donc j'ai retrouvé mon pays, pas 50 ans de succès, mais 50 ans depuis que je sois parti de là-bas. Et je trouvais que ça serait formidable de les retrouver et de donner un concert avec eux à Paris et dans toute la France. Et ça donne ça. Vladimir Cosma sur scène. Quelques-uns, Voilà, tant de succès. Hein, voilà, et puis vous voyez qu'il n'y a pas que l'orchestre symphonique, il y a aussi des solistes merveilleux. J'ai un groupe gitano-balkanique qui joue du cymbalum, de la flûte de Pan, de l'harmonica diatonique, de toutes sortes d'instruments assez rares et qu'on n'entend pas souvent, et une chanteuse, une jeune chanteuse merveilleuse, qui en plus d'être très jolie, elle a une voix superbe et elle va chanter Diva, L'amour en héritage, ou des choses alors, que les gens... Ce sont des réécritures, c'est-à-dire des musiques de films que vous réécrivez pour les interpréter avec un grand orchestre? La plupart du temps, très souvent, je les réécris, puisque, vous savez, dans le cinéma, l'emplacement de la musique et les plages sont souvent assez courtes. Le cinéma, c'est l'art de la concision, ce qui est formidable comme exercice. Mais parfois, j'ai envie de développer ces musiques et le concert me permet de leur donner plus d'ampleur, de faire un travail musical plus en profondeur. Et donc, c'est pour ça aussi, je ne donne pas des concerts uniquement pour venir diriger, je donne des concerts pour pouvoir entendre ces musiques d'une autre façon et pour rencontrer le public qui a aimé tant les films et les musiques. C'est des musiques mythiques, par exemple Rabbi Jacob, on va entendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces musiques évidemment sont rattachées à un film, un énorme succès populaire, en l'occurrence celui de Gérard Houry. Mais au-delà de ça, la musique reste. Parce que j'ai toujours pensé qu'une bonne musique de film n'est pas uniquement une musique d'accompagnement, une musique descriptive qui soutient les scènes. Je pensais qu'effectivement une musique doit servir le film, au départ elle est faite pour ça, mais elle doit avoir sa vie propre, pouvoir être entendue sur disque, en concert, à la radio, à la télévision, etc. C'est une expression indépendante, si vous voulez. Cette musique-là, écoutez-la un instant. Vous êtes avec Louis de Funès. Voilà, vous préparez avant le film la danse et vous travaillez avec Louis de Funès. Voilà, j'ai travaillé avec Louis de Funès puisque j'étais engagé pour faire la musique de ce film par Gérard Houry, qui m'a appelé et qui m'a présenté ce qui allait être pour lui la scène la plus importante du film, cette danse qu'il devait tourner dans 2 mois. Donc j'ai fait cette musique, la musique de la danse, il m'a décrit ce qu'il voulait, il m'a expliqué l'esprit et tout ça, mais évidemment le film n'était pas du tout fait, le scénario je ne l'ai pas lu. Je lui ai présenté la musique, il a beaucoup aimé, il m'a dit on va la faire entendre à Louis, voir si ça lui plaît. Ça c'était quelque chose de très important parce que Louis de Funès, en plus d'être un génial acteur, et à l'époque c'était une vedette exceptionnelle. À l'origine, c'est un pianiste de bar. Donc j'étais mort de peur à l'idée d'aller devant de Funès, lui jouer cette musique, mais je devais le faire. Donc on est allé au studio de Billancourt, on a installé un piano et je me suis mis et j'ai joué devant lui et Houry la danse. De Funès est venu m'embrasser, il a dit c'est formidable. Et voilà, c'est comme ça que j'étais engagé pour écrire la musique. Ensuite,
J'ai travaillé avec De Funès pendant plus d'1 mois. Il venait toutes les semaines chez moi avec le chorégraphe pour mettre en place cette musique, la chorégraphie, et il était d'un sérieux extraordinaire. Je ne voyais pas du tout, pendant qu'on répétait, tous les gimmicks, tous les gags qu'il allait inventer, qu'on a découvert au moment du tournage uniquement. Et là, quand j'étais sur le tournage, il a fait 3 prises. Elles étaient toutes différentes, mais époustouflantes, mais sur une base technique qu'il avait vraiment appris pendant 1 mois et demi. Oui. Il était très, très sérieux. Un autre immense succès, Vladimir Cosma. Ça vous dit quelque chose, ça? Ça a fait danser sur votre musique. Combien de générations se sont aimées? Mais voilà, beaucoup de générations. D'ailleurs, un des plaisirs que j'ai au moment des concerts, c'est qu'à la fin, vous voyez, je parle avec les gens, je fais des dédicaces, des disques, des livres, etc. Et je vois des jeunes filles de 6-7 ans qui viennent, et leur mère et leur grand-mère, parfois, elles ont toutes... Même les grands-mères ont dansé sur la boum. Voilà, elles ont dansé, elles ont eu le premier amour, elles me racontent tout ça, et les filles revoient le film à la télévision. Et un jour, on m'a dit, moi, si je veux punir ma fille, je lui ai dit, tu n'auras pas le droit à regarder la boum. Voilà. C'était... La révélation de Sophie Marceau aussi. Écoutez cette musique de Vladimir Cosma. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. Énorme tube, hein, ouais, c'est un très très grand succès. En 27 pays, vous voyez, ça a été le phénomène qui s'est passé en France, s'est passé dans 27 pays, donc presque le monde entier, et ça continue. C'est une musique qui a toujours sa vie, qui n'a pas vieilli et qui n'a pas été remplacée dans le cœur de la jeunesse par quelque chose d'autre. Évidemment, il y a plein de musiques qui paraissent, tout ça, mais elle a sa place bien particulière. D'ailleurs, lors du concert, je viendrai avec l'original Sanderson, qui est toujours là, qui chante toujours très bien, qui n'a pas changé de tessiture ni de voix, donc c'est la légende sur scène. Je veux montrer, c'est Diva. Diva, là, vous obtenez évidemment un César. C'est une musique inoubliable pour ce film de Jean-Jacques Benex. C'est le premier film de Jean-Jacques Benex que j'avais connu bien avant, puisqu'il était assistant de Claude Zidi. Et on travaillait ensemble sur des films comme L'aile de la cuisse. Il me disait un jour, quand je ferai moi-même un grand film, est-ce que tu accepterais de faire la musique de ce grand film? Et puis voilà, il est venu avec Diva. Et au début, il y a eu beaucoup de péripéties autour de ça, parce que c'était Jessie Norman qui devait jouer le rôle de la chanteuse noire qu'on voit dans le film. À la fin, elle n'a pas voulu le faire. Après, c'était Barbara Hendricks. Et puis finalement, j'ai trouvé une jeune chanteuse noire à New York qui sortait du conservatoire. On m'a présenté tout ça et je l'ai choisie. Et ça a été la révélation. Elle a été, en plus du fait de chanter l'air, parce qu'au début, elle devait chanter l'air, mais une autre actrice devait jouer le rôle proprement dit. Elle a été engagée par les producteurs, les Zilberman, de jouer le rôle, et voilà, c'est un inoubliable. Ouais. On parle de quelqu'un qui a tellement compté pour vous, c'est Yves Robert. Ah, Yves Robert. Premier film, Alexandre le Bienheureux, qui révèle Noiret, Pierre Richard. Et puis vous retrouvez Pierre Richard dans Le Grand Blond, avec une chaussure noire. Oui, là vous avez le retour, mais on a eu le Grand Blond. Là, il avait une chaussure rouge, ou je sais pas. Oui, il y avait le retour et puis d'abord le Grand Blond. Oui. À chaque fois, c'est un triomphe, cette musique. Écoutez ça, quand même. Et là, vous retrouvez un de vos compatriotes à la flûte, hein? Oui, je ne le retrouve pas, je le découvre, puisqu'il était tout jeune, je ne le connaissais pas avant, et je l'ai choisi parmi les jeunes flûtistes de pan roumains. Je pensais à cet instrument, puisqu'au début, sur le film, sur le générique du film, sur le scénario du film, à l'apparition de Pierre Richard, l'indication, c'était musique à la manière de James Bond, parce qu'on voulait signifier le fait que Pierre Richard était un espion, etc. Bon, je n'ai pas voulu pasticher James Bond, je pensais à une idée originale, et ça m'est venu l'idée que l'espion
peut venir du froid. C'est l'espion qui vient du froid, donc une musique qui vient des pays que je connais bien, puisque je viens de là-bas, la Roumanie, la Russie, l'Europe centrale et tout ça, d'où l'idée du cymbalum et de la flûte de Pan. Et voilà, c'est une musique complètement décalée par rapport à ce qu'on voit à l'image. On voit Pierre Richard qui descend sur un escalateur à l'aéroport, on entend cette musique, c'est surprenant quand même. Vous retrouvez le même Pierre Richard avec un film de Francis Weber. Ça aussi, La Chèvre, ça a marqué toute une génération. Cette musique-là, là on est dans la musique de genre. Oui. Hein? Là, c'est moins surprenant comme rapport de cinéma, puisqu'on est en Amérique du Sud et on entend une musique avec une quena avec des instruments de là-bas. Si vous voulez, je ne cherche pas systématiquement le décalage comme dans Le Gant Blond, mais j'aime beaucoup mêler, si vous voulez, les instruments ethniques, les rythmiques pop, l'orchestre symphonique, dans ce qu'on appelle maintenant la world music. Mais moi, quand je l'ai faite, il n'y avait pas de world music. Ouais, Le Grand Blanc, c'est peut-être la première musique de ce type-là. Écoutez. Vladimir Cosma, vous êtes né à Bucarest, vous grandissez en Roumanie. Le piano, d'abord, c'est votre premier instrument? Non, le premier instrument, c'était le violon, parce que c'était juste après la guerre. On était dans un tout petit appartement, presque une chambre, vous voyez. Et mes parents m'ont apporté un violon en attendant d'avoir un grand appartement où on pourra mettre un piano. Seulement, cet appartement n'est venu qu'à l'âge de 15 ans. Entre-temps, j'étais devenu violoniste, concertiste à 8 ans. Je jouais déjà concerto de Bach en public. Et pourtant, le jazz vous fascinait aussi, les jazz, musiques populaires. Oui, ça un peu plus tard. Au début, j'ai commencé avec la musique classique, mais vers les 12 ans, j'ai fait la découverte du jazz, des musiques populaires, comme vous venez de dire, la chanson française d'abord, américaine. Quand je dis chanson française, je dis Édith Piaf, Beko, Gainsbourg à ses débuts, Léo Ferré et tout ça. Et j'ai eu un choc d'amour pour toutes ces musiques-là. Ça me semblait à retrouver une liberté de musicien par rapport à la musique dite classique, qui était un peu figée dans comme elle n'était pas à ses débuts, puisqu'au temps de Bach, la musique classique était beaucoup plus libre, les organistes improvisaient, il y avait des chiffrages, il y avait des... Alors que petit à petit, la musique dite classique symphonique est devenue extrêmement rigoureuse. Tout est écrit, on ne peut pas faire une virgule qui n'est pas dans le texte, etc. Et le jazz et la musique folklorique et tout ça, ça donne une liberté d'expression aux interprètes beaucoup plus grande. Et je trouvais que c'était intéressant pas seulement que c'est intéressant, j'ai aimé ça. Ouais, oui. que ça m'a donné envie d'aller aussi dans cette direction, d'où toutes ces musiques que vous entendez, où vous voyez qu'il y a un mélange de musique populaire, savante, jazz, tout ce qu'on veut. Et on retrouve parfois la musique classique, par exemple dans cette musique-là, formidable, la 7e cible. Ah, oui. C'est une musique qui vous touche particulièrement. Celle-là, écoutez ça, c'est l'orchestre est là. Oui, l'orchestre de Berlin. L'imagination, la fantaisie aussi. Berlin, oui. Et puis Yves Gitlis qui joue au violon, il va bientôt il va intervenir. C'est un moment unique, passionnant de ma vie quand j'ai écrit ce concerto que je vais jouer lors de mes concerts au Palais du Congrès en 9 octobre. Et dans cette tournée, voilà, il arrive là. Écoutez. Ah non, c'est fini. Ah, c'est le... Je pensais que vous allez donner le concerto de violon et vous avez passé une musique du film où il y a le thème, mais il n'y a pas, on n'entend pas le violon solo. Cette voilà. musique-là, là, il y a les envolées, la fantaisie, tout y est, non? Oui, absolument, j'espère. Puisque vous le dites, si ça vous plaît, je suis d'accord, je ne vais pas vous contredire. Ouais. Écoutez encore la 7e cible. Qu'est-ce qui fait une musique de film réussie, Vladimir Cosma? Pour moi, une musique de film réussie, c'est d'abord, en premier lieu, c'est le talent du compositeur. Quand je vois qu'une musique est signée Henry Mancini ou Morricone ou
ou Bacharach ou John Barry, je sais que je vais entendre quelque chose, puisque j'aime ces compositeurs et leur univers musical. Et je vous ai cité quelques-uns, mais je peux vous citer Prokofiev ou Shostakovich, qui ont fait beaucoup de musique de film, donc de très belles, Jacques Ibert, dans le domaine classique. Donc d'abord, c'est la qualité du compositeur. Ensuite, sur le plan du principe, il me semble qu'une bonne musique de film, c'est d'abord une musique qui sert le film, puisqu'elle a été faite pour ça, mais elle ne le sert pas dans un sens pléonasmique ou descriptif, c'est-à-dire qu'elle ne raconte pas ce qui est déjà ce qu'on voit dans les images. Elle apporte une autre dimension, et de par cette dimension-là, elle a sa valeur propre, et on peut l'écouter même en dehors du film. C'est-à-dire là, on peut l'écouter sur disque, on peut l'écouter, et c'est pas uniquement une musique qui a besoin d'images ou qui a besoin de texte. Mais on pense aux images. La musique amène les images. Bien sûr qu'elle amène les images, et bien sûr que chacun peut se faire ses images et son univers en l'écoutant. D'ailleurs, vous savez, dans la musique classique d'avant, vous aviez beaucoup de compositeurs qui appelaient leurs œuvres avec un nom. Vous avez la symphonie héroïque de Beethoven. Bon, c'est une forme de cinéma, puisque vous écoutez cette musique, vous pensez à Napoléon, vous pensez à la guerre et tout ça, et la musique prend un sens autrement que si vous appelez symphonie en mi bémol majeur, opus 48. Ouais, D'ailleurs, les musiques des grands compositeurs du passé qui avaient des titres évocateurs sont, elles, qui ont fait les plus grands succès. Chez Beethoven, vous avez l'héroïque, vous avez la symphonie pastorale, la cinquième, les coups du destin, chez Berlioz, la symphonie fantastique. Donc, les gens aiment avoir une idée aussi et mettre des images sur une musique. Ça aide à la compréhension de la musique. Oui. Comme on voit par exemple le bal, César aussi, de la plus belle musique, pour Ettore Scola. Ça, c'est la musique qui rappelle les époques. Voilà, finalement, c'est de dire la musique, c'est la vie. Parce qu'au fond, vos musiques, quand on les entend, Vladimir Cosma, on se rappelle tous des souvenirs, on se rappelle les films, mais ça va bien au-delà. C'est toute l'époque. Mais voilà, je crois que la musique, les bonnes musiques sont toujours inscrites dans la vie sociale, et elles ont représenté l'époque dans laquelle, comme vous dites, les compositeurs les ont écrites. Si on prend l'époque de Bach, qu'il a écrit pour l'Église, des cantates, des oratorios, parce que c'est l'Église qui régnait à ce moment-là et qui lui commandait des musiques. Ça ne l'empêchait pas d'écrire aussi des musiques de danse pour la cour royale, des gigues, des sarabandes, les gens dansaient dessus. Mais ça représente quand même une époque. La musique d'aujourd'hui, ça représente l'époque d'aujourd'hui. Et ça me semble un peu choquant qu'il y a des compositeurs, si vous voulez, qui écrivent aujourd'hui ce qu'on appelle la musique contemporaine post-dodécaphonique, qui est une musique du passé, en fait. C'est une musique qui représente l'horreur de la décadence de l'Empire allemand, où toute cette musique dodécaphonique, tout ça est né, mais il y avait un sens social à ce moment-là, puisque c'était la déchéance de l'Allemagne, de toute une époque. Et donc ces musiques représentaient ça. Ou quand Shostakovich a écrit ses grandes symphonies sur la guerre, tout ça, elles représentaient une réalité sociale de son temps. Mais aujourd'hui, faire une symphonie sur une guerre en France, pour l'instant, on n'en est pas là. Quoi. Oui, mais vos musiques sont des musiques de bonheur aussi, Vladimir Cosma, souvent des comédies. Voilà, c'est qu'au fond, vous avez apporté du soleil dans la vie. Vous venez de la Roumanie, connu des temps difficiles. Au fond, en vous, vous aviez envie de ça. Vous aviez envie de cette lumière, de cette joie. Écoutez, j'ai envie de faire plaisir et que la musique soit harmonieuse, qu'elle exprime des sentiments. Si vous voulez, des sentiments d'amour, des sentiments de tendresse, du sourire, de la joie de vivre, de ce que vous voulez, mais des sentiments, alors que souvent, dans la musique dite moderne, on n'exprime pas des sentiments, on exprime des concepts intellectuels, presque mathématiques. Si vous voulez, dans ce cas, on peut lire des livres d'algèbre ou des choses comme ça, et on est bien servi. Mais pour moi, la musique doit représenter
les sentiments et créer des émotions chez les gens. Merci beaucoup, Vladimir Cosma. 50 ans de succès, célébré le cinéma Les Fauvettes à Paris, qui passe quelques-uns des films que vous avez contribué bien largement à rendre célèbres, La 7e cible, Le Bal et tant d'autres. Et puis, à la rentrée, 10 concerts exceptionnels avec l'Orchestre national de Roumanie que vous allez diriger. Ce sera un grand événement à la rentrée. Merci beaucoup, Vladimir Cosma, d'avoir été notre invité. Merci, Patrick Simonin, d'avoir gentiment reçu. Et à la prochaine. À bientôt. Voilà, à bientôt. Au revoir.